Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver sur Studio Qualita pour On vous donne la parole, l'émission de Studio Qualita qui donne la parole à ses auditeurs. Et pour cela, vous savez, pour nous joindre, c'est très simple, il suffit de nous envoyer un message, de nous laisser un message plus exactement sur notre boîte vocale au 050 430 80 20, 050 430 80 20. Avec votre nom, prénom, numéro de téléphone et nous reviendrons très vite vers vous pour participer à l'émission. Et ce matin, nous commençons avec Serge Frati qui est avec nous depuis Tel Aviv. Boker Tov, Serge. Bonjour Olivier. Très heureux de vous retrouver sur les ondes de Studio Qualita. Et vous allez nous parler ce matin, on va revenir sur la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et vous allez plus exactement nous parler de pourquoi cette décision, cette annonce a été faite justement maintenant. Oui, je voulais dire par rapport à tout ce qui se dit actuellement, à savoir que Trump n'est pas un type crédible, qu'il a pris une décision qui va mettre le Proche-Orient à feu et à sang, qu'il rend pas un service à Israël, enfin il y a plein de choses qui ont été dites. Moi je pense simplement que Trump c'est un homme simple comme nous, comme vous et moi, c'est un pragmatique, c'est un businessman et il s'est bien rendu compte de beaucoup de choses après un an de rencontres avec Abbas, qu'avec cet homme à la tête du peuple palestinien, rien ne pourrait avancer. Alors s'il a pris cette décision à ce moment bien précis, c'est qu'il a bien vu que Abbas ne voulait faire aucune concession et que la reprise des négociations n'allait pas se faire avec Netanyahou. Alors il s'est rendu compte de l'hypocrisie d'Abbas, qui a fait semblant de condamner le terrorisme, mais de l'autre il les rémunère pour leurs crimes, et il rémunère également leurs familles. De plus, il n'a rien changé dans sa propagande. On voit bien que dans toutes ses interventions, c'est pas de paix qu'il parle, mais d'un enseignement de la haine, notamment dans ses écoles. Il s'est rendu compte qu'Abbas ne recherche qu'une chose, c'est de gagner du temps. Il a fait, soi-disant, une réconciliation avec le Hamas qui n'a pas marché. En fait, il s'est rendu compte qu'Abbas, le statu quo l'arrange bien. Et lui, malheureusement pour Abbas, Trump, il a un autre agenda à tenir. Il s'y est engagé vis-à-vis de son peuple et sa situation intérieure lui dicte de les tenir, ses engagements. Donc, oui, allez-y, Serge. Oui, non, d'autre part, Trump a bien compris qu'Abbas ne fera rien pour l'aider et qu'il ne compte que sur les instances internationales pour s'affirmer devant se camoufler. Trump a voulu lui prouver que c'était bien lui de le mettre à bord et il a remis à sa juste place Abbas dans ce conflit et dans le nouvel échiquier de la région. Il a mis en fait de côté, ce que vous voulez nous dire, Serge, il a mis en fait de côté Mahmoud Abbas, parce qu'il a vu que rien n'avançait, mais justement, en le mettant de côté, est-ce qu'on continue pas dans cette politique et qu'en fait, on n'a toujours pas de partenaire de l'autre côté et qu'on reste un peu dans l'impasse des négociations? Il a mis de côté Abbas. En fait, tout le monde dit que du fait qu'il a mis Abbas de côté, il n'y a plus de négociations possibles, il n'y a plus de partenaires pour la paix, que les États-Unis se sont retirés de la négociation. Moi, je pense exactement le contraire. C'est qu'en mettant Abbas de côté, il a voulu gagner du temps, il n'a plus rien à attendre d'Abbas, et qu'en fait, tout le monde dit que ce sont les États-Unis qui se sont retirés, mais en fait, je pense que c'est Trump, contrairement à tout ce qui se dit, qui a éliminé Abbas, et pas le contraire. Tout le monde dit que Trump s'est éliminé de la décision et de la négociation pour ce conflit. Moi, je pense exactement le contraire, c'est que maintenant qu'Abbas est mis de côté, je pense qu'il va y avoir des élections parce qu'Abbas arrive à la fin. Je pense que tout le monde le sent que c'est fini pour Abbas, il a 82, 83 ans, il va passer la main bientôt. Trump n'a fait que anticiper
la nouvelle situation qui se profile au sein du peuple palestinien, de la nouvelle direction. Alors, vous voyez une nouvelle direction, vous voyez se profiler un nouveau leadership du côté palestinien? Oui, on parle beaucoup de Dahlan, je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, la seule chose que j'espère, c'est que ce sera pas Saeb Erekat, parce qu'avec Saeb Erekat, je pense que la guerre encore, elle en a pour 300 ans, si c'était des gens comme lui qui étaient à la tête du peuple palestinien. Pour moi, Saeb Erekat est celui qui bloque la solution du conflit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il est toujours là, il est toujours à la droite quand c'était Arafat, c'était lui, quand c'est Abbas, c'est encore lui. Donc je pense qu'avec une nouvelle direction, peut-être, on arrivera un peu à avancer dans ce conflit. Surtout après la décision de Trump. Donc ça vient renforcer, ça vient d'un côté affaiblir l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, mais d'un autre côté, vous dites que ça va permettre peut-être un changement au sein de cette direction. Non seulement ça va permettre un changement de direction, mais Trump l'a anticipé. Oui. Je pense que la prochaine direction palestinienne, du fait qu'elle arrivera pour négocier, parce qu'on ne vient pas à la tête du peuple palestinien pour ne pas négocier, c'est leur point central, bien qu'ils ne fassent rien pour jusqu'à présent. Mais enfin, ils font toujours semblant de le faire, et pour ce faire, je pense que la décision de Trump, une fois prise, on va peut-être avancer dans ce conflit, puisque avant d'avoir pris ces décisions, le conflit la solution était bloquée. Alors, si en tout cas les Américains ont mis un peu de côté Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne, ce n'est pas le cas, en particulier de l'Europe et plus particulièrement de la France, puisqu'il a été le président de l'autorité palestinienne a été reçu par Emmanuel Macron il y a quelques jours, quelques semaines à l'Élysée. Comment vous expliquez cette politique de la France? Est-ce que Emmanuel Macron ne voit pas la même chose que Donald Trump voit? Alors, la position de la France a un peu évolué avec Emmanuel Macron. Je vous rappelle qu'avec la paire Fabius-Hollande, c'était la reconnaissance de l'État palestinien qui était en cours. La différence avec Macron, il y a deux différences qui sont très importantes. D'une part, Macron, contrairement à Hollande, a dit qu'il ne se mêlerait pas du conflit et que ce conflit devait être réglé par les parties entre elles, ce qui n'était pas le cas d'Hollande. Il voulait imposer avec Fabius une solution et faire des pressions sur Israël en leur disant que s'ils ne faisaient pas d'efforts, comme si Israël n'en faisait pas assez, il reconnaîtrait à l'ONU la création d'un État palestinien, donc sans négociation. Donc Macron a dit que lui n'aurait pas cette même vision, qu'il voulait absolument pas se mêler de la négociation, qu'il laisserait ça aux deux belligérants. Déjà, c'est très important. Et mais il a reçu quand même Mahmoud Abbas à l'Élysée. Oui, ça, il peut pas faire autrement. Hein. Tout le monde reçoit Mahmoud Abbas. La France n'arrêtera pas la première de rencontrer le dirigeant palestinien, quel qu'il soit. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Très bien, Serge, sur ces éclaircissements, en tout cas de votre part, concernant un peu ce qui se passe suite à la reconnaissance américaine et à la déclaration de Donald Trump concernant Jérusalem. Vous pensez que d'autres pays vont suivre l'exemple américain? On a vu que le Guatemala a déjà suivi, ou c'est le Venezuela? Le Guatemala a déjà suivi? Il y a le Guatemala, il y a la Roumanie, il y a la Pologne, il y a la Hongrie. Ces pays vont suivre? Une dizaine de pays déjà qui, au bout de quelques jours, qui vont suivre. Et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, la résolution, pas la résolution, enfin la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies, si on veut bien voir, ça n'a pas été un échec pour Israël, puisqu'il y a 65 pays, si on compte ceux qui n'ont pas participé au vote pour ne pas se faire remarquer, plus ceux qui se sont abstenus, et ceux qui ont voté, qui se sont abstenus, ceux qui n'ont pas voté et ceux qui ont voté contre cette résolution, il y a quand même 65 pays, ce qui fait un tiers. C'est énorme, parce qu'en principe, à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est 98%. Hein. 2%, c'est Israël et les États-Unis. Et des petits pays, oui. D'ailleurs, cette Assemblée générale, quand on pense qu'il y a 193 pays, je crois,
et que les États-Unis, qui représentent 50 États les plus forts, l'État le plus fort du monde, compte autant que les îles Vanuatu, je ne sais plus quelle île. On voit très bien que c'est une assemblée qui ne veut rien dire. Hein. C'est pour ça qu'ils prennent des décisions tous les jours contre Israël. Mais le monde oublie que toutes les résolutions que le Conseil de sécurité a prises, Israël les respecte. Ça, c'est pas très bien connu. Tout le monde laisse passer le fait qu'Israël n'écoute pas l'ONU, ne suit pas l'ONU. Mais en définitive, si on veut bien voir pour toutes les résolutions qui ont été prises par le Conseil de sécurité qui sont contraignantes, Israël les a toutes respectées, et ce, depuis la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire depuis 1947, ce sont les États arabes qui ne respectent aucune décision du Conseil de sécurité. Ouais, ça, il faut le dire, parce que très souvent, on entend, en particulier dans les médias francophones, on l'a entendu dernièrement, comme quoi Israël ne respectait pas le droit international, justement. Et en fait, là, vous nous dites le contraire. Eh bien, je reproche beaucoup, d'ailleurs, même aux dirigeants juifs dans le monde, qu'ils soient des dirigeants communautaires ou politiques, de ne pas relever dans tous leurs débats le fait que c'est exactement le contraire qu'Israël fait. Ouais. Si vous reprenez toutes les résolutions de l'ONU, la première en 1947 et la plus importante, celle d'après la guerre de 1967, les gens disent qu'Israël occupe. Elle n'occupe rien du tout. Et ils oublient de dire que c'était des lignes d'armistice, qu'Israël respecte la décision de l'ONU, puisque depuis le départ, l'ONU avait dit qu'il fallait négocier les frontières. Et c'est ce que fait Israël jusqu'à présent. Ce sont les Palestiniens qui ne veulent pas négocier, parce qu'ils ont fait le pari, les Palestiniens, contrairement à tout ce que tout le monde pense, ce sont les Palestiniens qui ne veulent qu'un État. Parce que lorsqu'on parle de deux États pour deux peuples, tout le monde pense que c'est Israël qui ne veut pas de deux États pour deux peuples. C'est exactement le contraire. Israël, c'est son intérêt qu'il y ait deux États pour deux peuples. Alors l'État palestinien, on ne sait pas comment il va se présenter. Ce sera peut-être, il n'aura de nom que peut-être l'État. Ce sera peut-être une administration palestinienne dans les quelques villes que l'autorité palestinienne a entre ses mains. Mais en définitive, la stratégie palestinienne, il faut bien la comprendre, c'est celle d'un seul État. Et c'est la raison pour laquelle Abbas ne veut pas négocier. Abbas, ce qu'il attend, c'est que la situation sur le terrain devienne tellement ingérable qu'il demandera en fin de compte à l'ONU et au monde entier qu'il n'y a qu'une solution, c'est celle d'un seul État. Un seul État, il s'appellera Israël pour commencer, et puis lorsque les Arabes seront majoritaires, ils voteront à la Knesset quand il y aura un Premier ministre palestinien, un autre nom, Palestine unie et démocratique, peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, la stratégie palestinienne, il faut bien la comprendre, c'est celle de ne jamais négocier une paix définitive, raison pour laquelle Abbas n'a jamais répondu aux appels de paix de Netanyahou. C'est celle d'attendre que la situation sur le terrain devienne tellement ingérable qu'elle demandera qu'il n'y ait qu'un seul État. Allô ? Oui, je suis avec vous. Vous m'écoutez, hein ? Donc, qu'il n'y ait qu'un seul État. Et je pense qu'avec la mauvaise foi du monde entier, qui est à 81% anti-israélien, ils arriveront beaucoup plus facilement à imposer un État uni, démocratique, où juifs, chrétiens et musulmans vivraient en bonne intelligence, avec une démocratie, un homme, une voix, et avec la démographie galopante des Arabes dans un État uni, arriver d'ici 20, 30, 40 ans, ils comptent pas les ans, hein, les années. C'est la stratégie ils n'ont aucun problème. Hein. C'est la stratégie, d'après vous, que l'autorité palestinienne prévoit. C'est exactement cette stratégie. Je pense que c'est ce qu'il faut condamner, parce qu'il faut bien faire comprendre qu'on l'a comprise, cette stratégie. Il faut pas. Je pense d'ailleurs que les dirigeants israéliens l'ont comprise. Hein. Bien sûr. C'est pour ça qu'en définitive, eux pensent qu'ils vont avoir qu'un seul État, et Israël fait semblant aussi de croire qu'ils ont compris que c'est ça qu'ils veulent. Donc, on est en train de continuer cette affaire. Les dirigeants, pour l'instant, les dirigeants palestiniens ont cette stratégie. Ils n'ont aucun problème avec le temps. Ils pensent que d'ici 20, 30, 40, 50 ans, c'est exactement celle qui va se poser sur le terrain. Et malgré que le peuple, lui, je n'en disconviens pas, le peuple veut certainement plus la paix que les dirigeants. Hein. Mais les grands penseurs palestiniens, c'est bien cette stratégie qu'ils ont, et c'est celle à laquelle doivent faire très attention les dirigeants israéliens. Je pense qu'ils le font. Hein.
Bon. Pas bête. Très bien, merci beaucoup Serge d'être intervenu ce matin sur Studio Qualita et de nous avoir parlé de votre point de vue concernant justement un peu ce qui se passe avec Jérusalem, bien sûr, et puis aussi la stratégie palestinienne concernant un État palestinien ou un État un seul État, en tout cas, comme vous l'avez expliqué. Merci beaucoup, Serge. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Boker Tov, merci beaucoup. Vous êtes toujours on vous donne la parole sur Studio Qualita. Je vous rappelle que pour nous joindre, c'est très simple. Il suffit d'appeler le 050 430 80 20. 050 430 80 20. Notre boîte vocale, vous nous laissez un message et nous vous rappelons. Nous prenons dans un instant un second auditeur. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. 050 430 80 20, c'est le numéro de notre boîte vocale si vous voulez participer à cette émission et vous exprimer sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Et nous allons le faire avec Valérie Alphon, que nos auditeurs connaissent bien, puisque vous avez l'habitude d'intervenir sur Studio Qualita et puis aussi sur les réseaux sociaux. Valérie, bonjour. Boker Tov. Bonjour. Boker Tov. Vous êtes, on va dire, coach en budget familial? Tout à fait. Et vous avez, comme l'année 2018 vient tout juste de commencer, on va prendre des bonnes résolutions. Hein. On prend toujours des bonnes résolutions. Alors même si c'est une année civile, c'est pas très grave. C'est le moment aussi de prendre des bonnes résolutions. Alors, quelles bonnes résolutions faut-il prendre pour le budget 2018 ? Déjà, un budget, c'est planifié. D'accord, planifié. J'ai un petit exemple comme ça. Vous savez que Pessah, c'est dans 3 mois. Ah oui, déjà. Pessah, cette année, ça tombe très tôt. Ça tombe en fin mars. Ah oui. Pourim, c'est dans 2 mois. C'est fin février. Donc, si on sait que Pessah, ça c'est des grandes sorties d'argent, hein. Les gens achètent tout ce qu'il faut pour Pessah, c'est en général un petit budget. Et donc ne pas être étonné dans 2 mois, dire ah purée, Pessah dans un mois, quoi, il faut faire les courses dans 2 semaines. Déjà, dès maintenant, c'est maintenant qu'on planifie l'année. Et donc, on regarde un petit peu ce qui se passe, disant, dans 3 mois, moins de 3 mois, là, je dois faire les courses de Pessah. C'est un petit exemple, hein. Ouais, déjà, avoir ça dans une petite case de sa tête en disant, voilà, il faut que je me prépare déjà, même si on va pas faire les courses maintenant, bien entendu, mais déjà se préparer. Au niveau budget, c'est à mettre d'un autre côté. Les gens se disent, mais comment je vais faire ce mois-ci? Mais il y a Pessah, comment on va faire? Comment on va faire? C'est au mois de janvier. Il faut réfléchir à comment je vais faire pour prévoir mon budget fête Pessah qui arrive très bientôt. Alors, ça, c'est la première chose, donc planifier. D'accord, c'est le premier mot d'ordre. La deuxième chose à faire, c'est se fixer des objectifs. Parce que on parle de bonnes résolutions, bien sûr, mais il y a des objectifs à se fixer. On n'économise pas pour économiser de l'argent. Hein. On n'est pas Picsou qui va prendre un bain dans une piscine de pièces d'or. Ouais. L'idée, c'est pas économiser dans le but d'économiser. Ça n'a jamais motivé personne. En fait, ce qu'il faut, c'est se donner des objectifs. Et des objectifs qui doivent être réalisables, hein, parce que si on gagne faire le salaire minimum et qu'on voudrait acheter un appartement à Tel Aviv demain, c'est pas réalisable. C'est un exemple, mais enfin, il faut des objectifs réalisables et aussi, par exemple, dans un couple, des objectifs où les membres du couple sont tous les deux d'accord. Parce que moi, je rencontre parfois des gens qui disent ok, les objectifs c'est facile à dire, mais et on se rend compte tout de suite, assez vite, que par exemple le mari rêve de faire des travaux dans l'appartement, alors que la femme elle rêve de prendre des vacances. D'un voyage. Et voilà, de voyage. Donc là, ça va être un peu difficile parce que si on n'est pas d'accord sur les objectifs qu'on va se fixer, on va faire on va mettre l'argent de côté, on va réduire ce poste, et puis alors la femme sait que ça va être pour les travaux, elle n'est pas du tout motivée par les travaux, ça va être difficile de la motiver, et le contraire. Donc des objectifs à fixer en couple, en tout cas avec son conjoint. Est-ce qu'il faut aussi faire participer les enfants? Oui, très bonne question. Oui et non. C'est-à-dire que ça va dépendre de l'âge des enfants, parce que si les enfants sont tout petits, d'accord, c'est pas, ils vont pas trop comprendre. Maintenant,
pas trop les faire intervenir parce que d'un autre côté, ils n'ont pas besoin de savoir tous les détails, où on en est dans le compte en banque, qu'est-ce que voilà. Mais par contre, oui, alors j'ai en tête un exemple d'une famille qui avec pour objectif de mettre d'argent de côté pour, enfin en tout cas de pas être à découvert, de mieux gérer leur budget. Et évidemment, les enfants, ils étaient des ados. Évidemment, on va les faire intervenir parce que si on avait l'habitude de leur donner 200 shekels par mois d'argent de poche et que c'est plus possible, eh ben il va falloir leur expliquer pourquoi. C'est un des exemples qui me vient à l'esprit, mais c'est vrai que. Et alors, je me rappelle très bien dans cette histoire que donc les parents avaient un peu peur, c'était un petit peu réticents, enfin en se disant oui, est-ce que les enfants vont bien le prendre, comment ils vont le prendre, etc. Et en fait, c'est très bien passé parce que eux-mêmes ils étaient convaincus. Quand les parents sont convaincus de quelque chose, les enfants, ça passe beaucoup mieux avec les enfants que si moi je suis pas sûre de moi-même et j'y vais, je traîne les pieds, etc. Les enfants aussi vont pas être convaincus. Donc partager les objectifs, en tout cas avec les enfants, leur en parler en tout cas. S'ils sont concernés, s'asseoir avec eux, leur expliquer pourquoi on fait ça. Parce que ce qui est important aussi avec les enfants, c'est leur montrer tout ce qu'on peut faire avec l'argent. Évidemment, si on va réduire un poste, c'est dans le but de mettre l'argent dans un autre poste. Ou par exemple, voilà, comme on a dit, c'est un exemple tout simple. On va pas acheter, on va acheter beaucoup moins de junk food, on va pas acheter toutes les bêtises qu'on a l'habitude d'acheter. Donc les enfants mangent. Parce que on voudrait mettre l'argent pour faire des vacances. Voilà, en plus, c'est plus sain. Alors, donc, c'est tout le monde y gagne. Exactement. Tout le monde y gagne. Sain. Tout le monde y gagne. Et je pense qu'on kiffe beaucoup plus quand on est motivé par quelque chose comme les vacances que quand on voit tous les jours ses chocolats ou son junk, ses pizzas. Je sais pas. C'est quand même un plus grand kiff. Je pense. Planifier, fixer des objectifs. Il y a autre chose encore? Et revoir ses priorités, justement. Ça va ensemble avec les objectifs, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est important pour nous? Parce que c'est ça en fait qu'il y a derrière le budget. C'est pas uniquement une question d'argent, c'est pas une question uniquement de chiffres, Bien sûr, c'est les chiffres, mais les chiffres c'est que la base. C'est l'outil. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? C'est revoir ses priorités, parce que jusqu'à présent, souvent, on réfléchit pas sur comment on va dépenser son argent. Et c'est là où il y a un problème. Moi, mon idée, mon désir, toute ma démarche, c'est d'inviter les gens à réfléchir sur leurs vrais besoins. Ouais. Et donc, ça passe par revoir ses priorités. En fait, ce que vous dites, c'est un peu ce que fait le gouvernement en faisant tous ces débats à la Knesset. Alors bon, bien entendu, il y a des côtés politiques qu'on ne va pas rentrer, mais l'idée, c'est quand même de décider avec ce budget, donc, quelles vont être les priorités du gouvernement, dans quoi l'argent va être investi pour justement réaliser la politique qu'ils veulent. En fait, on doit faire à peu près la même chose au sein d'une famille. Complètement, comme une entreprise aussi. C'est la même chose, une entreprise, elle a aussi des budgets où elle les met dans le marketing, elle les met dans la recherche et le développement, elle les met, je sais pas. Mais c'est essentiel, parce que si on le fait pas, eh bien, en plus, dans une famille, enfin, pour des personnes, dans une famille ou une personne seule, c'est encore plus important parce que en général on le fait pas. Une entreprise le fait parce qu'elle sait que sinon elle risque de courir sa perte. Enfin pas toujours, mais en général elle le fait. Et je parle même pas d'un pays où oui c'est une évidence quoi. C'est obligé. Maintenant, d'ailleurs il y a des gens qui font ça très bien dans la boîte où ils sont, par exemple. Vous avez parfois des gens qui sont comptables, etc., qui savent très très bien faire ça pour la boîte dans laquelle ils travaillent. Mais quand ça les touche personnellement, ils le font plus. C'est où ils savent plus le faire. C'est étant donné qu'ils sont un peu mal chaussés, mais c'est un peu ça. Et donc c'est pas uniquement une question de chiffres, c'est aussi une question de réfléchir, de prendre contrôle exactement des priorités, des choses qu'on veut faire avec ou qu'on veut pas faire avec l'argent. Voilà, prendre conscience et prendre contrôle. Voilà, c'est les deux en fait, c'est les deux choses à faire. Et quand on le fait, eh ben on a c'est tellement plus facile en fait de réaliser ses rêves, d'arriver là où on peut arriver, c'est conscientiser sa consommation en fait, c'est prendre un petit peu de recul
et se demander si c'est ça, qu'est-ce qu'on veut vraiment et pourquoi, en 2 mots, pourquoi, dans quel but. Alors bien sûr, il y a des outils pour tout ça. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail des outils, mais c'est un peu le sujet du livre que vous avez écrit justement concernant le budget. Rappelez-nous le titre du livre. Oui, c'est Slow Shopping Therapy, consommez moins, vous irez mieux, qui a été publié par Albin Michel il y a quelques mois. La bonne nouvelle, c'est qu'il sort ce mois-ci en espagnol, en espagnol, le 11 janvier, et en italien le 23 janvier. C'est complètement dingue d'ailleurs de se dire que voilà, mon livre va faire son chemin dans des pays, dans des langues que je ne comprends pas, je ne parle pas. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Ça doit répondre à un besoin, en tout cas dans cette société. C'est vrai que on est un peu dépassé, c'est qu'on contrôle pas, comme vous l'avez dit, exactement nos dépenses. On est dépassé. C'est plutôt les dépenses qui prennent le contrôle de notre vie. Exactement. Je dis toujours que si nous on prend pas le contrôle de nos dépenses, d'autres vont le faire pour nous. Ça peut être les banques, ça peut être les sociétés de crédit, ça peut être la société, les médias, la publicité, enfin nos amis, nos collègues, j'en sais rien. Les autres vont avoir une influence sur nous. Parfois, on n'est même pas conscient, qu'on n'est pas conscient qu'on est manipulé. Et là, le but pour moi, c'est de dire aux gens, voilà, c'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est vous qui pouvez contrôler vos dépenses. Faites-le, vous allez gagner beaucoup. Merci beaucoup Valérie de ces bons conseils pour ce budget 2018 qu'il faut déjà faire tout de suite, et avec, comme vous l'avez dit, planifier, fixer les objectifs et prendre contrôle de nos dépenses et en tout cas les bonnes résolutions qu'on va essayer de tenir pendant cette nouvelle année civile 2018. Merci beaucoup Valérie. Bonne journée. Merci Olivier. À bientôt. Merci aussi, au revoir. 050 430 80 20, c'est le numéro de téléphone de notre boîte vocale si vous aussi vous avez envie de participer à cette émission. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission Studio Qualita qui vous donne comme chaque mercredi matin la parole. Pour y participer, je vous rappelle le numéro de téléphone 050 430 80 20, 050 430 80 20, le numéro de notre boîte vocale où vous laissez vos coordonnées pour qu'on vous rappelle et participer à notre émission. Je vous rappelle aussi que Studio Qualita, vous pouvez nous suivre à partir de notre application Studio Qualita sur Apple Store et Google Play, tout simplement en téléchargeant cette application. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour une autre émission de On vous donne la parole. Bonne journée à tous. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.